Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur El Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Sahara marocain rendu public aujourd'hui. Le rapport confirme une fois de plus le leadership onusien exclusif quant au processus devant mener à une solution durable politique et mutuellement acceptée. Le secrétaire général de l'ONU appelle également le Polisario à se retirer de la zone tampon de Guerguelet. Étude pour l'élaboration d'un plan d'action pour la valorisation des déchets miniers au Maroc. Un atelier s'est tenu à Rabat pour dresser l'état des lieux en matière de risque de pollution par les activités minières au Maroc. Environnement, toujours la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement sensibilise sur l'importance de la protection de l'écosystème marin. Des activités dans la marina d'Atalayoun ont été organisées au profit d'enfants d'éco-écoles labellisées Pavillon Vert. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion de sa réélection président de la République arabe d'Égypte. Sa Majesté le roi fait part à cette occasion au président égyptien de sa fierté des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle unissant les deux peuples et des relations séculaires existant entre les deux pays basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays. Unis par des liens séculaires de fraternité et de solidarité, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont su conférer une dynamique vertueuse à leurs relations politiques, souligne le souverain dans son message. Sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à M. Carlos Alvarado, président du Costa Rica, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Sahara marocain rendu public ce mercredi. Le rapport confirme une fois de plus le leadership onusien exclusif quant au processus devant mener à une solution durable politique et mutuellement acceptée. Le secrétaire général des Nations Unies réitère dans son rapport la position ferme de l'ONU quant à la présence du Polisario dans la zone de Guerguelet. Antonio Guterres appelle le Polisario à se retirer de la zone tampon comme il l'a fait en avril 2017. Antonio Guterres recommande également la prorogation du mandat de la MINURSO jusqu'au 30 avril 2019. Souad Anachat. Dans ce rapport soumis aux membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies précise que lors des entretiens de son envoyé personnel avec les responsables de l'Union africaine et de l'Union européenne, ses interlocuteurs ont affirmé leur soutien à l'envoyé personnel et ont reconnu le leadership de l'ONU dans le processus. De même, en se référant aux décisions de l'Union africaine, le document, dans son paragraphe 74, souligne que lors du 30e sommet de l'UA, les chefs d'État et de gouvernement ont appuyé le leadership de l'ONU dans la relance du processus de négociation et se sont engagés à coopérer pleinement avec l'envoyé personnel. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réitère la position ferme de l'ONU quant à la présence du Polisario dans la zone de Guerguelet. En effet, dans son paragraphe 8, le secrétaire général réaffirme son appel du 6 janvier 2018 pour que le trafic commercial et civil ne soit pas entravé et qu'aucune action ne soit menée qui pourrait constituer un changement dans le statu quo de la zone tampon. Dans le paragraphe 80 du rapport, le secrétaire général, tout en appréciant l'action mesurée du Maroc, appelle le Polisario à se retirer de la zone tampon comme il l'a fait en avril 2017. Dans le paragraphe 78, le secrétaire général de l'ONU rappelle que le Conseil de sécurité l'a chargé de faciliter les négociations entre les parties de bonne foi, tenant compte des efforts déployés depuis 2006 et de travailler avec réalisme et esprit de compromis.
Le rapport du secrétaire général des Nations Unies cite de larges extraits du discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte, dans lequel le souverain souligne qu'aucun règlement de l'affaire du Sahara marocain n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Sa Majesté le Roi a rappelé à ce propos que les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. Ajoutant qu'il appartient donc aux parties à l'origine de ce conflit monté de toutes pièces d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Le rapport du secrétaire général de l'ONU cite également le passage du discours royal dans lequel Sa Majesté le Roi insiste sur le plein respect des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel, l'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement, en rappelant le refus catégorique de tout dépassement, de toute tentative de porter atteinte aux droits légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète visant à écarter le plan de règlement des paramètres référentiels retenus, de l'insertion abusive d'autres sujets, lesquels sont traités par des institutions compétentes. Et Sa Majesté le Roi d'ajouter, sur le plan interne, comme je l'ai plusieurs fois souligné, nous n'allons pas rester les bras croisés et attendre que soit trouvée la solution souhaitée. Nous poursuivrons plutôt l'action engagée pour stimuler le développement de nos provinces du Sud et assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Le rapport de M. Guterres fait état dans ce cadre de la marche de développement que connaissent les provinces du Sud, en mettant en avant le caractère pacifique de la vie publique dans la ville de Laayoune, notamment au même titre que la poursuite des investissements au Sahara marocain, avec la mise en œuvre ou l'annonce de nombreux projets. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur la responsabilité de l'Algérie eu égard à la perpétuation de ce conflit, en appelant Alger à faire d'importantes contributions au processus politique. Antonio Guterres, qui recommande que le Conseil proroge le mandat de la MINURSO jusqu'au 30 avril 2019, appelle l'Algérie à faire d'importantes contributions au processus politique et à augmenter son engagement dans le processus de négociation. M. Guterres souligne qu'à l'ère de l'interdépendance mondiale, les conséquences socio-économiques, humanitaires et sécuritaires de ce conflit prolongé pèsent lourdement sur l'intégration régionale et sous-régionale. À cet égard, le chef de l'ONU, rappelant le soutien du Conseil de sécurité à son appel en avril 2017 à la relance du processus de négociation avec une nouvelle dynamique et dans un nouvel esprit, exhorte les parties à continuer à travailler avec son envoyé personnel dans ce nouvel esprit et cette dynamique et à s'engager véritablement dans le processus de négociation conformément aux directives établies par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et toujours au sujet de l'intégrité territoriale du royaume, sachez que le président égyptien Abdel Fattah Sisi a souligné aujourd'hui au Caire le soutien de son pays à l'unité territoriale du royaume du Maroc. Le président Sisi a souligné cette position de son pays lors de l'audience qu'il a accordée au président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki. Un hélicoptère des forces armées royales s'est abîmé ce mercredi au cours d'un exercice dans une zone de manœuvre militaire au sud de Rachidia, a-t-on appris de sources militaires. Les pilotes de l'hélicoptère sont sortis indemnes de cet accident, précise la même source. Lutte anti-corruption, première réunion de la Commission nationale de lutte contre ce fléau. Devant les membres de la commission mise en place en novembre 2017, le chef du gouvernement appelle à la mobilisation générale. Ce phénomène est de la responsabilité de tous, pouvoir public, secteur privé, ONG et représentants de la société civile, a souligné Saad-Eddine Al-Uthmani. Des progrès ont été réalisés, mais ils restent en deçà de nos possibilités, a-t-il ajouté.
Étude pour l'élaboration d'un plan d'action pour la valorisation des déchets miniers au Maroc. Un atelier présidé par le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable a été organisé aujourd'hui à Rabat pour dresser l'état des lieux en matière de risque de pollution par les activités minières au Maroc. Abdelhamid Jebran et Mohamed Eitlchka. Un exemple parmi tant d'autres. Toute une colline de déchets miniers de charbon domine la ville de Jrada. Quelques 25 millions de tonnes de déchets valorisables. Cette immense décharge de déchets et rejets miniers et bien d'autres plus ou moins similaires à travers le royaume font l'objet de toute une étude visant justement l'élaboration d'un plan d'action pour leur valorisation. Objectif, en faire une source de création d'emplois et de génération de revenus. Les déchets miniers, on sait qu'on peut les retraiter, on sait qu'on peut les réutiliser dans plusieurs domaines d'ailleurs, dans le domaine d'extraction, donc pour qu'on extraire les matériaux donc qui sont encore valorisables, mais également les réutiliser, les valoriser dans la construction de routes, la fabrication de briques par exemple, ou d'autres industries. Des déchets miniers désormais perçus comme source de richesse, l'étude en cours d'élaboration vise à faire le point également sur les problématiques environnementales liées à l'exploitation des mines. Elle comporte le volet évaluation et le volet des solutions pour protéger l'environnement, notamment les ressources naturelles et en eau. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable 2030, tout un volet porte sur l'économie verte et plus particulièrement la valorisation des déchets. Les déchets qui étaient source d'inquiétude pour l'humanité sont devenus source de richesse. Dans cette étude, les différents procédés de traitement seront proposés pour les déchets provenant des mines au Maroc ou des échantillons représentatifs des déchets abandonnés seront étudiés pour déterminer leur composition exacte en vue d'une éventuelle récupération des éléments potentiellement valorisables toujours existants au niveau de ces rejets miniers. Environnement, toujours, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement sensibilise sur l'importance de la protection de l'écosystème marin. Des activités extramuros dans la marina d'Atalioun ont été organisées au profit d'enfants relevant des éco-écoles labellisées Pavillon Vert afin d'observer et d'assimiler les modalités de fonctionnement des nuiseries artificielles à poissons immergés dans la lagune de Marchika. Reportage Rachid Letabil et le commentaire est de Zakaria Mokimbil. La lagune de Marchika, un site d'une grande importance écologique et un écosystème pour plusieurs espèces marines. Afin d'œuvrer à la protection de cet écosystème et à la sauvegarde du littoral, une visite guidée est organisée au profit d'élèves de différents niveaux de la province de Nador. Ils suivent des explications détaillées sur les bureaux immergés dédiés à l'élevage des poissons pour assimiler leurs modalités de fonctionnement. Nous sommes ici pour la couverture médiatique de l'événement, afin de contribuer à sensibiliser les gens sur l'importance de la protection de l'environnement. Nous avons été informés sur les activités qui se tiennent dans la lagune et nous avons appris davantage sur le sujet. Aujourd'hui, nous avons mené un projet de sauvegarde du littoral, sauvegarde de l'écosystème et sauvegarde de l'écosystème marin, avec un projet d'immersion de récifs artificiels où nos jeunes reporters et nos écoliers sont là pour être la voix, pour être les sentinelles de l'environnement, protéger leur environnement et adopter et comprendre déjà la méthodologie de cette immersion. Une trentaine d'élèves issus de 9 éco-écoles situées à proximité de la lagune s'impliquent activement dans ce programme. Ils sont accompagnés de jeunes reporters pour l'environnement. Ces élèves prennent connaissance de la biodiversité dans le milieu aquatique, les techniques des récifs artificiels ainsi que les défis actuels. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je viens ici sur la Marchika et en 20 ans, le chemin parcouru est extraordinaire. Il y a une véritable reconquête écologique. On est parti d'un site dégradé, pollué, avec des écosystèmes extrêmement abîmés. Et aujourd'hui, grâce au travail de l'ensemble des acteurs locaux, les ingénieurs, les chercheurs, les acteurs comme la Marchika, on a reconquis un habitat et la nature d'une manière extraordinaire.
Après cette visite, enrichie d'exposés et d'ateliers pratiques, les élèves sont invités à s'engager pour la cause écologique. Ils vont ainsi suivre l'évolution des récifs artificiels et contribuer à protéger ce joyau naturel de la ville de Nador. On passe à présent à l'actualité internationale, direction la Turquie. Sommet tripartite sur la Syrie à Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu ses homologues iraniens Hassan Rouhani et russe Vladimir Poutine pour évoquer le futur de la Syrie ravagée par cette année de guerre. Les trois puissances garantes du processus de paix d'Astana se retrouvent donc autour de la même table. Ankara qui maintient sa pression anti-Assad espère faire pression sur la Russie pour sécuriser un corridor humanitaire. Le règlement du conflit syrien échappe de plus en plus à une opposition syrienne divisée et fragilisée. Affaire Skripal, ex-espion russe empoisonné. Une réunion s'est déroulée aujourd'hui à La Haye, au siège de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Les représentants des 41 États membres sont réunis pour une nouvelle passe d'armes dans l'une des pires crises entre la Russie et l'Occident depuis la fin de la guerre froide. La réunion demandée par la Russie intervient au lendemain de l'annonce par un laboratoire britannique qu'il n'avait pas de preuves que la substance utilisée contre un ex-espion russe en Angleterre provenait de Russie. Et puis, guerre commerciale États-Unis-Chine. Pékin dégaine une nouvelle liste de taxes à 106 catégories de produits américains. Pékin a sorti l'artillerie lourde visant des importations d'un montant annuel de 50 milliards de dollars. Parmi les 106 produits frappés de droits de douane de 25%, les véhicules de type 4x4, des produits chimiques, cigarettes, soja et avions de moins de 45 tonnes. Le montant cumulé des produits visés par les deux pays atteint désormais les 100 milliards de dollars, soit environ 17% des 580 milliards d'échanges commerciaux bilatéraux enregistrés en 2017. Retour chez nous, ce sera une page culturelle et cette rencontre littéraire avec la romancière Nadia Selmi. Il était question de débattre de son nouvel ouvrage, La révolte des rêves, un cri de colère et d'indignation contre l'injustice sociale. Un moment d'échange très enrichissant auquel ont assisté Adnan El-Herres et Nisrine Aouzdar. C'était à l'Institut français de Rabat. Ces petites mains qui devraient manipuler un jouet ou un livre, un stick à longueur de journée, des conneries. Ouvrir un livre, c'est s'ouvrir sur plusieurs mondes. Le temps d'une rencontre littéraire, Nadia Selmi nous a fait voyager hier vers le sien. Dans son ouvrage, La révolte des rêves, elle dépeint les maux de la société avec une extrême sensibilité. Sa plume est intransigeante, sa puissance réside dans le choix des mots. Ils sont poétiques, frontaux et poignants. Elle a des mots, elle a des expressions, elle a des idées et des messages assez acuminés qu'elle nous transporte avec une certaine aménité qui est si marquante et qui m'a si marquée, me laissant un peu un sentiment, une sensation assez matricielle. J'ai beaucoup apprécié le livre de Nadia parce qu'il relatait plusieurs thèmes dont on ne parle pas forcément au Maroc. Certains sont tabous, certains sont parfois mal interprétés par la société. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et ça a été très enrichissant. Elle présentait les écrivains. Maintenant, elle est écrivain elle-même. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et puis, en ce qui la concerne, elle a une posture de critique sociale. Les enfants de la rue, la déperdition scolaire, la violence. Le livre de Nadia Selmi est un cri de colère contre les fléaux qui la révoltent. Elle les évoque loin de tout moralisme. Sa devise, des mots contre les mots, MAUX. Les textes sont courts, traitent de sujets de société. Moi, ma colère et mon cri de colère, c'est d'abord ma plume, parce que je vais pas aller dans la rue et crier et dire aux gens, écoutez, ceci ne va pas et là ça va pas, etc. Non, on a un art qui est celui de l'écriture et je pense que tous ceux qui maîtrisent l'écriture doivent, c'est un devoir, doivent participer à l'évolution de la société. Dans vos écrits, il y a la qualité de transmettre les messages et dans une langue très accessible et sur fond de vie quotidienne, La révolte des rêves décortique les problèmes sociaux, mais il offre au lecteur la possibilité de rêver à des lendemains meilleurs.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info sur l'Oula revient à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. À bientôt.